TXMX. Salut Zizou. Salut Edir. Pip. Salut Ferid. Hola. Hola Spanish. Hola. Oh, bella. Salut. Arrête de faire la tête, je fais pas la tête. Salut tout le monde. Salut Nordine, salut chat. Ça va. Il y a Spanish qui me dit arrête de faire la tête. Je Bah fais pas voilà. la tête. Pardon. Che dicono Oui, come li fa. t'as vu le gars là dont je t'ai parlé? C'est confirmé, il a été. Non, j'ai pas vu, je laisse le truc gérer, je sais pas. Je vais poser la question après. Très bien. S'il a été, Quant à s'il a dit quoi. la. Hein? Ah ouais, certainement. Ouais, t'as peut-être raison, je sais pas, je pourrais pas te dire. Moi non plus. C'est pas dit. Ça va, Kada. Ça va, ça va. Et toi, Erkan. Alors la vidéo que t'as téléversée, en fin de compte, il y a ni le guest, ni ton visage, ni rien du tout, il y a que la voix. C'est parce que il y a eu, dès que j'avais inversé la caméra pour pouvoir lire le truc qu'il y avait écrit. Et c'est resté. Ouais. Et c'est pour ça que ça ne prenait pas. Maintenant, je l'ai remise normale. Après, je verrai comment ça va se passer. Parce que j'avais mis inverser le côté, inverser la caméra. Ah, tu sais, des fois, c'est des trucs bizarres qui arrivent. Ah, TikTok. Enfin, déjà que ça passe. Bon, je suis en train de Ah, tu les. pourras pas tout contrôler, hein. Ouais, je suis en train de. De toute façon, je publie les moments. Déjà, je les republie, c'est déjà pas mal. Ah, c'est bien, c'est Et bien. hier, Gérard, il a suivi sur YouTube. Il me disait tout à l'heure au téléphone. Bon, et c'est vrai qu'il n'y avait pas l'image et tout, mais il a suivi, parce que la voix était claire. C'est-à-dire, la discussion était, on dirait un podcast. Et je crois un Ouais, podcast. c'est un podcast, hein. Un podcast, là. Alors là, c'est sûr que tu n'auras pas de problème de décalage de voix, vu qu'il n'y a pas les visages. Donc, Dans les visages, je sais pas. Il faut que je vois cette histoire, parce que le décalage, quand je l'enregistre, elle passe normalement. Quand je la transfère sur YouTube, il y a le décalage. Est-ce que c'est le téléchargement qui fait ça? Est-ce que je sais pas. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. en tout cas, moi, ma petite expérience, parce que hier, j'ai enregistré le live. Ouais. Bon, déjà, ça n'a pas enregistré le début, ça a enregistré que 1 h 8 minutes, et pas le début, j'ai trouvé bizarre. Donc, c'est à peu près à la moitié du live que ça a commencé à enregistrer. Et quand tu enregistres comme ça avec téléphone, quand je pose des questions, ma voix n'apparaît pas dans Parce l'enregistrement. que ta voix. J'ai trouvé ça Déjà, curieux, mais déjà, je t'ai dit, nous, on t'entend difficilement parce que tu as une barre. Donc, deux barres, maintenant, tu as deux barres. Déjà, donc, si c'est dimé, hein, ça n'apparaîtra pas. Je sais pas pourquoi, mais bon, ça n'apparaîtra pas. Je sais pas. Mais bon.
C'est pas grave. Bonsoir, bonsoir à Asdin. Excusez-moi, je peux pas écrire. Bonsoir à Asdin. Ah là, tu Et peux pas tous ceux écrire. qui m'ont dit bonsoir. Euh, Tu peux pas écrire c'est la aussi. flemme. Non, c'est la Ouais. flemme, Bork. Non, je pourrais, de temps en temps, je peux. J'ai pris le pli d'hier parce que hier, j'ai enregistré le live. Et je pouvais pas écrire pour que ça n'apparaisse pas sur l'enregistrement. Et là, il n'y a pas de souci, je vais écrire. Alors, quand quelqu'un enregistre de l'extérieur, le chat apparaît. Quand le live est enregistré, téléchargé de chez moi, le live n'apparaît pas. Le chat, il n'apparaît pas. Et apparaît sur le live que ceux qui ont la caméra allumée et les autres, ils sont dimés avec la voix, bark. Mais le chat n'apparaît pas. Salut, moi, là. Et notre Mourad national, alors. Salam alaikum. Salut Sidorti, ça va? C'est Farid. Tout va bien? Oui, Salam, Sahaf. ça se passe bien. Alhamdoulilah, très très bien. Alhamdoulilah. Spanish de mon. Ah, c'est naturel, quoi. Alors, qui c'est qui demande? Salut, Shams. Bonjour, Shams. Ouais, les pseudos. Yallah. Oui, d'accord, ok, Spanish. Attends, on va voir qui c'est qui est dans le. Qui c'est qui fait des demandes? Salut, Ben Soniab. Tu te réveilles, c'est normal. Tu as travaillé toute la nuit. C'est normal que tu viennes te réveiller. Alors, le chat, venez vous réveiller aussi. Il y a des questions. Ah, tu reprends 19h. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Avec du riz. Il m'envoie une photo aussi. Il m'envoie une photo Spanish aussi d'un d'un réacteur qui a été embouti par tu sais, le matériel au sol. Là. Tu l'as vu? Le push. Par le push. Ouais. C'est pas le pushback, ouais. C'est un pushback. Ben, ça arrive. Ça arrive des fois, fausse manipulation, ou là le truc, ben, le traquement, ou là le push, ou là il se retrouve dans un réacteur, ou là sous le fuselage. Ouais, c'est le push, j'ai vu. Et c'est pour ça que maintenant, tu as vu, enfin, Spanish, le voit souvent. Les push maintenant, c'est des push assez modulables, c'est-à-dire c'est pas les gros FMC qu'il y avait avant. Et donc, ils deviennent de plus en plus obsolètes. Maintenant, c'est des espèces de crabes, tac, c'est des accroches. Ils soulèvent l'avion, ils partent et ils sont bas. Donc, pour passer à l'aise sous le. Ouais, ben, j'ai vu Spanish, la barre avait pété, ouais. Sans indiscrétion, vous prenez la retraite à quel âge? Avant, c'était 60, maintenant, c'est 65 ans. Et il y a des pays qui demandent 67. Il y a même un pays le soleil levant qui demande 72. Mais c'est 65 ans. Morad, au Maroc, c'est pareil, 65 ans. Oui, 65 ans, mais comme copilote, pas comme commandant de bord. C'est C'est-à-dire, entre 60 et 65, il passe copie. Oui, oui, tout à fait.
Ah, bizarre. C'est 65. Et les autres pays au-delà, on n'a pas le droit de faire une commande. Mais là, on peut aller captain en place gauche jusqu'à 65 ans. Et il faut faire gaffe, marque à une chose, disposition réglementaire, où la somme des âges des deux personnes au poste ne dépasse pas 120 ans. D'accord. Ça, c'est disposition réglementaire ICAO. Mais sinon, jusqu'à 65 ans, il est captain normal et il sort. Maintenant, il peut continuer au-delà de 65 ans, mais au sol, c'est-à-dire quand il a un contrat spécifique avec la compagnie pour les simulateurs. Au State, par exemple, il y a des gens qui pilotent jusqu'à 75 ans, mais ils n'ont pas le droit d'être captain. Au-delà de 65 ans, non, ça est terminé. Et en fonction de l'aptitude physique, il peut être en place droite, mais pas en... C'est-à-dire il n'a pas le droit à la décision captain. Par contre, dans le cadre privé, il n'y a pas d'âge. C'est l'attitude médicale qui fait foi. Exactement, exactement. Donc tu veux dire, Nordine, qu'il n'y aura jamais de pilote de 65 ans dans le cockpit? Deux, non. Interdit. Interdit par la loi. Il faut que la somme des deux ne dépasse pas 120 ans. Donc si le gars il a 65, tu fais tes calculs, l'autre ne doit pas dépasser par exemple 55. 50, 55 ans, c'est correct. Mais de toute façon, il sortira dans l'année des 65 ans, donc il lui restera pas beaucoup pour partir. Et donc voilà. Mais la somme ne doit pas dépasser 120 ans dans un cockpit. Annie Fines, yes, pilote, bon, maintenant à la retraite. Annie Fines. Vendredi, généralement, JB prend du retard à cause de l'association, je pense. Parce que Oui. c'est vendredi où il faut les réunions de leur association. Par contre, Exact. Mourad, il est rentré de Doha, alors il doit être ou déglingué ou très fatigué, parce que je le vois pas dans le... Son travail Et si ça se trouve, il va... associatif, son travail associatif, JB, son travail associatif, il, il se fait au bled, non? Oui, mais même online, quand il y a des réunions, il peut les faire en Zoom, par exemple. Des réunions, il peut les faire en Zoom ou en Skype ou... Il y a eu un décollage annulé à New Delhi à cause d'un réacteur qui a pris feu. Ben, heureusement que le décollage ça a été annulé. Bon, donc ça doit être avant V1. S'il était en train de décoller, qu'il a pris feu avant V1, oui, il a annulé le décollage, donc j'ai pas vu cet incident. Et donc voilà, maintenant après V1, ben, il faut qu'il décolle avec sa panne, il traite le problème et il revient. Il contrôle la navigation. Sinon, Mourad, combien de compagnies vous avez chez vous, Mourad? Ben, pour le moment, il y a la Royal Air Maroc, il y a le Ram Express, il y a Air Arabia. هادو اللي كبار شويه. Eh oui, bien c'est le pool entre... C'est pas le pool, c'est une société marocaine. Oui, mais c'est un œuvre de dire. Ah, mais si je dis Oui. ils ont fait un pool. Oui, entre autres. Maroc. Air Arabia Maroc, c'est comme Air Arabia Égypte. Air Arabia Égypte. Ils voulaient faire ça, la Khop Shahmideh, comment ça les intéresse de faire des vols. Donc, c'est une société qui est marocaine à 100%. Oui, ça c'est normal parce qu'ils sont marocains. Ça c'est clair. Mais il y a des compagnies de jet privées. Voilà. Il y a des compagnies aussi qui font le taxi aérien. Ça c'est bien. Il y en a 5 ou 6, je crois, même plus.
Je me rappelle que je suis pas à jour. Ouais, Et des aéroclubs, bien sûr. Ils sont actifs là. bon, les aéroclubs d'Oman ne sont pas encore actifs. Il y a Air Algérie, Tassili, Star Aviation qui fait du travail aérien, Algérie Express qui fait du travail aérien. Star Aviation fait aussi du transport, du taxi d'affaires. Les gens peuvent affréter chez eux le Challenger qu'ils ont. Ils ont deux Challengers et tout pour aller à l'étranger. Mais bon, ils sont en train de parler. L'ANAC a parlé la dernière fois de 3 dossiers de compagnies aériennes privées. Espérons que ça prenne forme. Et on dit dans nos pays, il y a la place à 10 compagnies faciles. Avec les gens se déplacent. Hein. Et donc les compagnies nationales ne suffisent pas à elles-mêmes pour résorber tout ça. Hein. Et plus il y a de la concurrence, plus le service est meilleur. Et meilleur. Et il est rendu d'une façon fidèle. Et je dis, oui, عندك شي شكون في ستراسبورغ جميع نجي في خدمة مع Mouna, désolé, mais je connais personne à Strasbourg. C'est le radio. Là, si tu le dis. L'esclave qui monte avant d'aller au travail. Salam l'équipe, comment vous allez? Ouais, toi. Ça va. Là, merci. Salam Spanish. Je me prépare tranquillement. T'as deux sons de cloche, toi. Tu dis 17h30, après tu dis 19h. Non, non. Il a dit 19h, il a dit 19h. Non, j'ai dit 19h. J'ai pas Ah, dit. moi, tu m'as dit 17h30, tu m'avais dit tout à l'heure. Ouais, je me suis planté. Je me suis planté, je sais même plus où j'habite. 19, 3h du matin. Je fais les. Nordine, je fais les nice stop et les déroutés ce soir. Ah ouais. Ouais. Pourquoi les dérouter? Hein? Pourquoi les dérouter? Ben parce que quand tu as quand tu as des avions par exemple qui sont censés arriver à Orly, mais Orly ça ferme à minuit. Donc ils vont à Roissy. Ah oui, oui, c'est d'Orly, oui, effectivement. Orly fait Mais ouais, je me disais, comment tu sais à l'avance qu'il y a des déroutés? Je trouvais ça bizarre. Ceci explique cela, parce que Orly ferme à midi. Eh oui, parce qu'ils prévoient. Ouais. C'est pas une J'ai compris, ouais. c'est pas une fois que les avions ils sont arrivés qu'on se dit mince, il y a personne pour les accueillir. Ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Et vous, ça va? Ça va, ça va. Et toi? Tant mieux. En général, C'est pas séquence ce réacteur là, ça c'est pas séquence Spanish. Ah, c'était pas chez nous, hein. C'était pas chez nous, c'est un pote qui m'a envoyé ça. C'est un pote je sais même pas si c'est en France. Je pense même pas que ce soit en France. Hein. Parce que quand je vois le push, il a pas l'air d'être français le push. c'est des gros FMC. Ouais. Ça se fait plus, donc ça classe. Ouais, il y en a certains, il y en a quelques-uns encore qui s'en servent, certaines compagnies, mais c'est rare. Hein. Maintenant, souvent, t'as de l'électrique maintenant. L'électrique et le. Électrique, et comme t'as dit tout à l'heure, certains maintenant, c'est des griffes qui viennent sur la roue et ça soulève la roue. Il n'y a plus de towbar. Et plus sécurisé d'ailleurs. Ouais. Après, l'électrique, ça tombe souvent en panne. Hein. Un choix, hein. Entre la sécurité. Ça esquinte pas les jambes de train, ça, Nordine? Non, non, parce que c'est pas des. C'est des trucs spécialement conçus. Qui se roulent. Tu as vu
c'est la police qui prenne les voitures. Hein, donc ça soulève carrément la voiture sans l'esquinter, quoi. Et ça la fait rouler sur les roues La arrière. fourrière. Ouais. C'est pareil, Dans de la fourrière. c'est le même principe. Je sais plus où c'est, au Japon ou en Chine. C'est une espèce de. C'est comme un espèce, tu sais, de robot aspirateur, là. Et il le contrôle avec une manette. Oui, oui, ça c'est pour Comment les jambes de train. Les jambes de train sans trou. Tu l'as vu, ça? Tu l'as déjà vu? Ouais, C'est un ouais. petit truc qui vient comme le pushback. En fait, t'as plus le gros pushback. C'est une petite machine qui est télécommandée. Dès qu'il l'utilise surtout pour les 320. Ouais. Je te l'enverrai la photo, Farid. Je connais le principe. Salut, Ouais, Sabri. Salut, Salut, Sabri. Sabri. Salut, Sabri. Ouais, bonsoir tout le monde. Salut. Tu bosses pas en ce moment, apparemment. Bah écoute, je suis rentré hier de Jeddah. Aujourd'hui j'étais de repos. Demain j'avais un vol. Il a été irgavé. Donc comme je me suis libre, là je suis à l'aéroport d'Alger en partance pour Paris pour passer un week-end. Voilà. Classe. Et il y a du monde à l'aéroport, vendredi. Ouais. Il dit, ah oui, ça n'arrête pas. Comment? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce qu'il y a à l'aéroport? Il y a du monde. Il y a du monde à l'aéroport. C'est plein. Je te jure, il y a du monde. Il y avait de la queue à la police. Ouais. Et je pense que les vols sont pleins. Là j'ai vu 2 ou 3 vols partant. Il y avait du monde. Bon, peut-être pas plein à 100%, mais pas mal. C'est quoi le terme que tu as utilisé, Sabri? Le vol était? Full. Alors, irgavé, c'est irrégular avion, c'est-à-dire Changement d'avion. c'est un changement d'avion, de type d'avion. Le vol était prévu en Airbus 330, ils l'ont changé en Boeing, donc on appelle ça un irgave. Comme tu as aussi irgo, qui est un changement d'horaire, et irgit, qui est un changement d'itinéraire. Ce sont des termes techniques qui veulent juste signifier qu'il y a un changement quelque part, d'avion, d'horaire ou d'itinéraire. Et toi, tu es en train de manger. Bonsoir les amis. Salut, Bonsoir, JB. bonsoir, Captain Galin, bonsoir. RGB. Bonsoir Malade, bonsoir Irgav, Sabri, donc Irgav, Farid, tout ça. bonsoir, bonsoir. Irgav, donc Irgav comme avion, Irgo, donc go, donc l'horaire. Et on disait que ouais, C'est tragique. ça concorde. Et il y a Ça- Irgit. Il y a également Irgit pour changement d'itinéraire, changement de routine. Ouais, il en a parlé aussi, Sabri, Irgit, itinéraire, ouais, c'est logique. Donc c'est ton travail associatif, JB, qui t'a fait retarder comme ça? C'est le thé. J'ai pris le thé. J'ai pris le thé. Ah, d'accord. Et je révise pour mon examen. Ah, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ah. Il y a des trucs, des nouveautés. Hein. Je t'enverrai deux nouveautés. À part ça, quoi de neuf? Il y a Ça va. Cache Soual sympathique ou la Moselle? À Martagache. Voilà. Soual. Ça. Articule. Non, il y avait. Il a très bien compris. Non, mais j'ai rien dit de spécial. Non, de toute façon, avec toi, il n'y a pas besoin de dire spécial. Hein. Rien, une occasion, un but. Et là, c'est une période d'affluence, logiquement. Tu as l'été, tu as la fin de l'année aussi, non? Je pense qu'il y a beaucoup de voyageurs, cette période-là, non? C'est les fêtes aussi. Faut pas oublier que les fêtes sont pour bientôt, donc les gens partent prématurément. Il y en a qui étaient en congé, donc ils reviennent. Et il y a les fêtes aussi qui se préparent. Donc c'est pas longtemps, hein. Il y a des gens qui partent pour les fêtes aussi. Hein. Donc, en fait, maintenant, il n'y a plus de saison, en réalité. Bon, quand tu vois, il y a eu un Irgav, ils ont changé l'avion de 330 demain vers un 38, ça veut dire que
L'avion n'était pas prévu full à 250 ou la 301 passagers comme prend le 330. Donc ils l'ont mis en version 148 ou 162, la version du 38. Donc là, ça justifie l'IRCAV quand, par exemple, ces vols-là se suivent et ne remplissent pas dans le système prévu de remplissage. Il faut des IRCAV. Les horaires, bon, sont changés spécialement quand il y a, par exemple, un retard d'avion ou là une panne, un avion technique ou la restriction du contrôle de l'autre côté ou là il y a un IRGO. Le trajet aussi sur le plan de vol, c'est quand il y a par exemple une zone mal servie par un contrôle où là on va te donner un IRGIT, on va te changer le. Donc voilà. Mais quand tu parles d'affluence, il n'y a plus maintenant, je pense pas qu'il y ait des périodes de trucs. D'autant plus que, je sais pas, Sabri, les vols d'Al-Amra, ils partent de l'aéroport international ou le deuxième avec. Les vols internationaux partent de l'aéroport international, l'ancien si je puis dire, des postes Whisky 4 jusqu'à Whisky 6, de Whisky 4, enfin de Whisky 1 jusqu'à Whisky 6, tu vois. Là où on partait avant sur Paris, Montréal et tout. C'est cette moitié d'aérogare qui est réservée au départ de Jeddah. Sauf si tu pars comme on dit communément, du large, donc par les bus et tout. Mais d'Alger, régulièrement, on part de l'aérogare international, enfin ex-nouvelle aérogare. En fin de compte, regarde, il y a la personne dont je t'ai parlé, il est sur le chat, donc il n'y a pas de problème. C'est toi qui as parlé de ça, je sais pas. C'est lui qui m'a envoyé des messages, donc je parle pas pour rien, hein, moi aussi. Hein. Il me dit j'arrive pas à accéder au chat, puis en fin de compte, il est là. Eh ben, c'est bien pour lui. Hein. Captain Sabri, vous travaillez pour quelle compagnie? Il travaille pour Air Algérie. الخطوط الجوية الجزائرية رامي بن خنيش. Je sais pas, Captain Mais Viala, les si on a versions. parlé de. Excuse-moi, Vas-y, excuse-moi, je t'ai vas-y. coupé la parole. Je voulais juste Vas-y. répondre à la personne qui demandait la version. Il n'y a plus de version 162 PAX à bord dans les 37-800 Air Algérie. Les 37-800 ont tous une version qui a été uniformisée, c'est-à-dire c'est 148 passagers au total. Il y a 16 premières et 132 économiques. Voilà. Toutes les versions sont les mêmes. Ok. Mokhtar, est-ce qu'on peut faire une grande compagnie comme Turkish ou bien Qatar Airways en raison de conditions? Bon, Mokhtar, c'est entre les mains du politique pour essayer de booster les gens. Ou là, parce que quand tu parles de Turquie, c'est un pavillon national. Qatar Airways, c'est un pavillon national, même s'il y a des investisseurs privés. C'est un gros morceau de faire une compagnie comme ça. Tu prends Emirates, elle a 264 avions. Qatar Airways, je pense qu'autant. Bon, c'est loin, tu peux pas. C'est un gros morceau. Un très, très, très gros morceau. Mais bon, pourquoi pas. En vrai, il y a bien. Il faut aussi dire que les deux compagnies qu'il a citées, Turkish et Qatar, font beaucoup de transports en transit par Istanbul ou par Doha vers d'autres destinations. Moi-même ayant pris souvent l'avion avec Qatar Airways sur Doha, c'est-à-dire sur la totalité des passagers, on devait être une vingtaine à descendre à Doha. Tout le reste de l'avion transitait. Et c'est pareil avec, comment elle s'appelle, la Turkish Airlines. Je suis allé avec eux 2 fois en déplacement. Et j'ai vu que l'avion, la grande majorité des passagers, ils restaient dans l'aérogare, en centre de transit, pour continuer leur vol vers une autre destination. Nous, le problème d'Air Algérie, c'est que nous n'avons pas l'espace requis, ni si tu veux, la politique commerciale qu'il faut pour faire venir les gens à Alger, mais pas pour rester à Alger, pour partir ailleurs. Et pour faire ceci, il faut, comme a dit Norden, beaucoup d'avions. Là, avec ce qu'on a comme avion, une 60aine d'avions, déjà comme ça, on s'en sort un peu difficilement.
Et si on veut faire des vols avec des transits de passagers, il nous faudrait peut-être le double, au moins 120 voire 150 avions. Comme ça, on travaillerait vraiment très à l'aise, sans être bousculé par les irgos, les irguites et les irgaves. Et toute la structure qui doit aller avec, c'est-à-dire l'acheminement passager, le traitement bagage, depuis le départ jusqu'à l'arrivée, le passager ne doit pas s'en soucier. Quand il arrive à destination, il trouvera son bagage à l'arrivée. C'est-à-dire sans se soucier de reprendre cette valise, d'aller repasser des check-in, d'aller directement en salle de transit, que les avions soient à l'heure pour qu'ils puissent transiter. Parce que sinon, Tintin, Rahtal partir, etc., Puis etc. il y a aussi toutes les réglementations concernant les visas, visas de transit, etc., etc. C'est pas évident. Il y en a un qui dit, Abdel, c'est une question de construire un grand aéroport à Tamanrasset pour les vols en correspondance. Il faut oublier Tamanrasset comme étant un hub. Il faut l'oublier complètement pour des raisons opérationnelles. C'est que ce terrain se trouve à 1500 mètres d'altitude et que les performances avions à ces altitudes au décollage, elles sont limitées et donc c'est même pas la peine de parler de Tamanrasset en tant que hub. Géographiquement, oui, comme ça, de par sa position, d'accord, mais opérationnellement parlant, c'est impossible à considérer. Voilà, Ouais. Les prix sont actifs. la privatisation, ça c'est du Trumpisme. Hein. C'est du Trumpisme, comme si tout privatisé, ça allait régler les problèmes. La privatisation ne règle rien du tout en tant que telle. C'est pas la privatisation qui va régler le problème. Voilà. C'est pas la privatisation de la compagnie pavillon national qui va régler le problème. Par contre, permettre à des compagnies de voir le jour low cost, comme il va y avoir, puisqu'il y a je pense, 3 dossiers agréés, d'après ce qu'on a eu comme écho, ça c'est autre chose. Avoir une politique fuel, une politique prix, une politique ceci, donc les gens vont pouvoir choisir leur vol. Bon, mais ça c'est du domaine du possible et faisable. Mais moi, tous les pays au monde, tous les pays ont leur pavillon national et qui n'est pas une compagnie privée. Il y a peut-être l'injection d'argent des consortiums comme les assurances, des sociétés, des grosses sociétés et tout, mais sans plus. C'est pas des compagnies privées. La compétition, j'aime bien quand on dit laisser la compétition régner. La compétition ne peut s'envisager que dans un environnement réglementaire, déjà absolument au point, qui règle complètement, qui fixe bien les règles, et avec des moyens matériels et humains pour faire respecter cette réglementation. Ça, c'est un problème fondamental. Vous ne pouvez pas, si vous faites une réglementation et que cette réglementation, vous n'avez pas les personnes pour la faire respecter, ça sert strictement à rien. Un investisseur, par définition, un investisseur, il va mettre de l'argent dans une compagnie aérienne, il va vouloir avoir un retour sur investissement le plus rapide possible. Si il a la possibilité de faire approximatif sur la maintenance, l'entretien, la formation, etc., il va le faire. Il va le faire. Ça sera au détriment de la sécurité, ça sera au détriment de tout ça. Donc, pour qu'un investisseur puisse travailler et soit obligé de travailler selon les règles, il faut avoir des moyens, des prérogatives, il faut avoir des moyens humains, des moyens matériels, etc., pour faire appliquer la réglementation. Voilà la grande question qui se pose à tous les pays, hein, à tous les pays, quand on veut avoir quelque chose qui fonctionne. L'investissement, il faut bien vous dire une chose, c'est que l'arbitrage entre sécurité et rentabilité, si on laisse les investisseurs seuls le régler, il sera toujours l'arbitrage sera toujours rendu en faveur de la rentabilité économique et pas en faveur de la sécurité.
On te reçoit très mal, Farid. C'est assuré, hein. Alors moi, je voudrais répondre à Kader qui dit pourquoi techniquement un terrain très élevé comme Tam ou autre ne peut pas servir de... Eh bien, comme on l'explique depuis déjà un bon moment sur le live, plus un terrain est élevé, moins les moteurs délivrent de poussée. Et plus l'avion a besoin de puissance pour décoller. Donc, en fait, plus le terrain est élevé, plus la température est élevée, plus le poids au décollage, le poids maximum au décollage diminue. Donc, dans des conditions comme ça, un terrain haute altitude, en plein désert, avec des températures élevées, eh bien, on a une masse maximale au décollage qui diminue beaucoup, et donc une charge offerte qui est forcément diminuée. Donc, on ne peut pas embarquer beaucoup de passagers, on ne peut pas embarquer beaucoup de fret, on ne peut pas embarquer beaucoup de carburant, etc., etc. Voilà. Voilà la raison. Est-ce que vous m'entendez mieux, Oui. les amis? Là, ça va mieux. Oui, non, je dis, oui, c'était Absoud qui posait une question intéressante. Est-ce que le fait que l'aéroport d'Alger soit un hub exige que AH doit être une grande compagnie? Ça n'exige pas, mais forcément, plus tu as d'avions, plus tu crées de la demande, plus tu as des possibilités de ramener du monde à droite à gauche pour faire un transit. Mais en préalable, on avait dit qu'il fallait mettre, bien sûr, toute une politique d'accompagnement, à savoir les facilitations, comme stipulé dans l'annexe 19 de l'ICAO, l'annexe 19, facilitation, police, douane, transit bagage, etc., 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 etc. Tout ce Bataclan doit être mis en place avant de penser au hub. Il suffit pas de ramener du monde, de leur dire on vous promet que vous allez faire, par exemple, Lusaka, Luanda, par exemple, Alger, vous transitez 2 heures après sur Paris, mais ensuite, quand il arrive là-bas, il va passer par le PIF police. Oui, midget, attention, bagage, oui, il faut le récupérer, il faut aller à l'enregistrement. Ça ne sert absolument. C'est pas ça un hub. Un hub, tu arrives à l'enregistrement, que tu sois first, Eco, la premium ou la Eco, tu poses tes bagages, tu dis à telle heure, monsieur, vous arrivez à telle heure à destination, votre bagage, vous allez le prendre. Et si vous allez prendre 2 avions en séquence par rapport à celui-là, votre bagage va être acheminé jusqu'à votre arrivée. C'est comme ça que ça marche. Et comme ça, tu peux faire du hub. Et comme ça, tu peux faire Il faut avoir également de l'hébergement sous douane. Hébergement sous douane, sans passer par le filtre de police. Voilà. Et sinon, Captain Yona, est-ce que justement ces aéroports qui seraient bas, on peut parler aussi d'économie quand même en matière de fuel, c'est clair. Et quel est le pays qui fait le plus d'économies au vu de ces aéroports qui seraient bas, justement? Je ne vois pas ce que tu veux dire qu'aéroport bas. Oui, C'est-à-dire que bon, le niveau de l'aéroport, je veux dire, le niveau géographique de l'aéroport. L'altitude, tu veux dire. Ouais. Altitude, tu veux dire. Altitude, oui. On ne fait pas d'économie de carburant. On fait au contraire une optimisation des masses au décollage. C'est parce que, par exemple, qu'est-ce que nous dit Sam souvent? Il nous dit que la grosse activité à Doha, c'est la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, la température est plus basse, les avions peuvent décoller avec des masses plus importantes. Et donc, avoir des charges offertes plus importantes, ce qui rentabilise le vol. Voilà. C'est le seul moyen. Et même nous, pour faire des vols au sud, on fait des vols, si on a de la charge à prendre, on est obligé de les faire la nuit, les vols. Je parle surtout en été. Voilà. D'ailleurs, même les vols Umrah et les vols Hajj, généralement, sont programmés de nuit, en général. Sauf, surtout en été, mais bon. Sauf quand il y a un rush, par exemple, quand il y a des créneaux bien limités où il faut prendre le créneau qu'il y a, les créneaux sont pris comme ça. Alors, pour répondre à Mohamed Oudia... Je partais de l'affirmation de JB,
qui disait que les aéroports en altitude avaient besoin de plus de puissance, donc, pour les réacteurs. Donc, plus de consommation, certainement. Les réacteurs débitent moins. Un réacteur débite moins en altitude, il donne moins de poussée en altitude qu'il n'en donne à basse altitude. Et l'avion, à contrario, l'avion demande plus de poussée au décollage, quand il doit décoller d'un terrain en altitude, que quand il doit décoller d'un terrain à basse altitude. Donc, si tu veux, tu as deux trucs contradictoires. On a besoin de plus de poussée, manque de poids, on dispose de moins de poussée. Donc, forcément, ça limite le poids au décollage. Voilà. Exact. Bonjour à tous. Salut Walid. Il y a Mohamed Oudia qui demande c'est quoi au juste la charge à l'air. La charge à l'air, c'est le poids de l'avion divisé par la surface de ses ailes. Ça a une importance assez grande sur le comportement de l'avion en turbulence. Plus la charge à l'air est élevée, moins l'avion est sensible à la turbulence. C'est-à-dire moins le facteur de charge généré par une rafale donnée est important. C'est bien répondu. Oui, Walid. Comment ça va? L'Inde. Ça va. L'Inde. Eh ben, j'ai eu un cours récemment, c'était sur une question que tu m'avais déjà posée, GB. C'était concernant la position du centre de gravité par rapport au centre de pression. Je l'ai eu en cours et puis heureusement que tu m'avais posé la question, ça m'a permis de comprendre beaucoup mieux. Je ne dis pas que des bêtises alors. Ah, non, pas du tout. Eh ben, ça va, puisque ça t'a servi à quelque chose, c'est déjà pas mal. On est content pour toi. Ah, vraiment, vraiment, ouais. Alors, moi, je voudrais savoir quel est le premier objectif de l'industrie. Polluer moins. L'objectif de l'industrie, c'est de vendre plus. Bon, polluer moins, c'est des trucs politiques. Et en général, c'est pour soutirer de l'argent. Quand on te parle de l'émission 14, de CO2 et tout, c'est pour te soutirer de l'argent, parce que les gens font beaucoup d'argent avec ça. Et effectivement, Airbus se penche, et même Boeing se penche sur le projet, surtout bon Airbus, a lancé ça pour 2030 ou 2050. 2030, il y a le prototype qui sort, ensuite 2050, full hydrogène, carburant. Mais là aussi, il y a beaucoup à dire parce que tout ça, c'est une question d'argent. Donc l'industrie, n'en fait pas. Tant qu'il y a les gens qui sont aux commandes des industries, ben, je ne veux pas faire de trucs, mais bon, c'est toujours une histoire d'argent, quel que soit X. Alors, Walid, si je peux me permettre de revenir, n'oublions pas que quand on parle du centre de poussée et du centre de gravité, on parle en fait non pas du centre de poussée de l'aile, mais du centre de poussée de l'avion qui est le point neutre. Non, je dis centre de pression. Oui, ben justement, le centre de pression, quand on parle du centre de pression de l'avion, ce n'est pas le centre de pression de l'aile. C'est ce qu'on appelle le point neutre de l'avion. Tu vas avoir zéro, Walid. Non, j'ai peut-être mal m'exprimer, mais je parlais justement de centre de pression qui est sur l'aile, justement, qui produit parce que celui qui est sur l'aile n'est pas caractéristique de la réalité de l'avion. Parce que l'aile elle-même, l'aile toute seule, est un ensemble instable, puisque le centre de poussée est majoritairement devant le centre de gravité. Ça veut donc dire que, en cas d'augmentation de l'angle d'incidence, donc qui va provoquer une augmentation de la portance, l'aile aura tendance à continuer d'augmenter son angle d'incidence. Donc l'aile, en tant que telle, l'aile seule, est instable. Ce qui fait que l'avion est stable, c'est ce qu'on appelle, excuse-moi du terme, mais tu iras chercher sur le dictionnaire ce que ça veut dire, le barycentre des deux centres de poussée. Du centre de poussée de l'aile et du centre de poussée du plan fixe horizontal. C'est le barycentre de ces deux centres de poussée qui représentent en fait le point neutre,
Et toute variation de la portance est supposée être appliquée à ce point neutre. Et le point neutre doit se situer en arrière du centre de gravité. Et c'est la distance entre le point neutre et le centre de gravité qui donne la static margin, la marge de stabilité statique. C'est ça qui est le plus important. Regarde dans mon cours, j'ai fait la vidéo sur la stabilité. Regarde ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas se tromper de savoir où est-ce qu'on parle. En fait, nous, il nous disait, Sinon, peut-être l'explication elle était différente. Il nous disait en fait une stabilité positive, c'est quand on a le centre de gravité devant le centre de pression, et un avion instable, enfin plutôt stabilité négative, c'est quand l'inverse, quand on a le centre de pression qui est devant le centre de gravité. Oui, ça c'est entièrement d'accord. Mais ce qui est important, dans la réalité de l'avion, tu as deux trucs qui génèrent d'importance. Tu as l'aile et tu as le plan fixe horizontal. Et c'est le barycentre des deux, c'est-à-dire le point, je m'excuse, hein, je vais juste lui expliquer pour qu'il comprenne. Tu positionnes ce point de manière artificielle, de manière arbitraire. Ok, très bien. On le positionne, on va dire, un peu à l'arrière de l'aile. C'est le point tel que portance multipliée par la distance entre le point d'application, entre le foyer de l'aile et ce point, que tu appelleras petit d par exemple, donc portance multipliée par petit d, est égale à la portance du plan fixe horizontal multipliée par la grande distance grand D qui le sépare de ce point. Quand ces deux moments sont égaux, tu peux calculer à ce moment-là la distance grand D ou petit d, peu importe, de sorte que tu peux positionner où est le foyer, enfin le point neutre de l'avion. Voilà. Tu ne peux pas. Il faut fonctionner quand on parle de stabilité. Il ne faut pas fonctionner par rapport au centre de poussée. Il faut travailler par rapport au foyer de l'aile. Le foyer de l'aile, c'est autre chose. C'est un point mathématiquement défini. Il faut bien aller. Si tu veux, on en reparlera en dehors du chat parce que sinon on va rentrer dans des considérations trop mathématiques. Voilà. Ouais, nous, il ne parlait pas de la poussée du tout. Il nous parlait justement de l'aile. Par contre, il nous expliquait pas ce que tu disais, comment le trouver ce point. En fait, il nous le donnait directement. Il nous disait, tiens, le point, il est là. Le centre de gravité, il est devant, derrière. Qu'est-ce qui change au niveau de caractéristiques de l'avion? Je crois que sur ma vidéo sur la stabilité, je fais la démonstration oui, je crois bien, ouais. Je fais la démonstration du point neutre de l'avion. Regarde ça. Ouais. C'est sûr, JB, tu en as parlé, je confirme. Très bien, je jetterai un coup d'œil. Justement, le sujet sur la stabilité est très très long. Je ne m'attendais pas qu'il soit aussi long, puisqu'on parlait de c'est énorme, la l'aile. stabilité. Enseigne ça, il me faut à peu près 15 heures pour faire le chapitre stabilité. Ouais, quand même, ouais. Je m'excuse pour ceux qui veulent se décontracter un peu la tête. on va arrêter de parler maths. C'était pas le moment. Pour la mise au point, c'était nécessaire parce que il faut pas qu'il passe à côté, surtout quand on lui pose la question, et c'est important pour la suite, pour lui. Donc, tu verras, je ne sais pas si je fais la démonstration, mais vois ce qu'on appelle le foyer de l'aile. Le foyer de l'aile, c'est fondamental. Le foyer de l'aile, tu parles de la courbure? Non, le foyer, c'est un point autour duquel le moment cabreur, enfin le moment par rapport au centre de gravité est constant. à ne pas confondre avec le foyer que tu fréquentes. Hein. Allez, non, je cherche le mot en anglais. Le foyer, comment on peut dire en anglais? C'est le... Attends, 2 secondes, je vais te... Bien que j'enseigne ça en anglais, mais j'ai oublié le mot. on va le trouver rapidement.
au fil. Fireplace, household, old bed, no. Dans mon ordinateur, c'est bon. Il n'y a pas de problème, j'ai le mot, je vais le trouver. Ouais. Abdel, que pensez-vous des attentats du 11 septembre, l'avion qui pénètre des... Bon, ça, c'est une histoire ancienne, ça fait 2001, donc les enquêtes ont été scolarisées, donc voilà, on ne revient pas dessus. On n'a rien à penser. On ne sait rien. En anglais, c'est ce qu'on appelle Aerodynamic Center, le centre aérodynamique. Spanish te dit, we got le cœur de l'air. Spanish te dit le cœur de l'air. Aerodynamic Center. T-shirt par l'aviation en précommande. Allez, voilà, oui, t-shirt, oui. Allez, bah, tu donneras les détails. The Sing, oui. On a raté quelques trucs, non? Je sais pas, JB est occupé, je vais lui Qu'est-ce que tu nous poser montres? une question, mais apparemment il est occupé. Non, vas-y, je peux répondre, là, c'est bon, je suis en train de... Je suis devant mon ordinateur, pas de problème. Ouais, c'était par rapport à l'angle de calage. On n'en a pas souvent. Oui. L'angle de calage, c'est un truc très important puisque c'est ce qui va déterminer la position de l'aile est une chose, ça c'est une première chose, la position de l'aile par rapport à l'angle que fait l'aile avec l'axe longitudinal de l'avion. Mais pour l'aile, c'est déjà une chose, c'est très important, mais ce qui est le plus important encore, c'est pour le plan fixe horizontal. Son angle de calage est très important parce qu'il va permettre l'augmentation de la stabilité de l'avion. Je crois même que j'en ai parlé dans la vidéo, mais je suis en train de vérifier. Avec la haut. Tu parles de trucs comme les roues de la voiture? C'est ça? J'ai oublié le terme. Pendant le parallélisme, hein, Voilà, en fait, on le fait aussi dans les avions pour éviter que par exemple, un aileron ou quoi que ce soit bouge trop quand il est dans l'air. mais des bagues, des espèces de bagues. Exactement, mais j'ai oublié le terme quand il a appelé ça. C'est pas les générateurs de vortex? Non, ça c'est autre chose. Le générateur de vortex, tiens, il est là. Le générateur de vortex, il est là. En fait, le générateur de vortex, ça permet à l'avion de décrocher à des vitesses plus basses. Ça permettra à l'air en fait de rester accroché, si je dis pas de bêtises. Ah, vu que tu es toujours tout ça. Réénergise la couche limite. Balanced control, oui. C'était ça, Balanced Control. C'est ça dont tu parlais, JB? Non, du tout, du tout. Le calage, l'angle de calage, c'est l'angle qu'il y a tu parlais de l'angle, ok. Ouais, l'angle de calage, c'est l'angle qu'il y a entre la mean aerodynamic chord and the longitudinal axis of the airplane. Ce que tu disais, Walid, concernant justement cette similitude avec la roue de la voiture, tu parlais de parallélisme. Tout ça c'est fait, c'est Nordine qui nous l'avait dit dernièrement, tout ça se fait en soufflerie. Même JB nous en avait parlé. C'était plutôt JB qui nous en avait parlé, se fait en soufflerie, c'est-à-dire que c'est à partir de là
Exactement, ouais. qu'on met ces espèces de... C'est ça le résumé de générateur de vortex que ça donne. En fait, avant le décrochage, si tu n'en as pas, bah, en fait, tu vas te décrocher un peu plus rapidement. Si tu as le générateur de vortex, tu vas décrocher un peu plus tard. Parce que ça permet à l'air de rester accroché. Ouais. Alors, Mais ça aussi, c'est fait en soufflerie. Attends, maintenant, puisque tu es dans cette logique, Walid, explique à Mohamed Wadia pourquoi on met, d'abord pourquoi et quand, et pourquoi on met une hélice en drapeau. Mettre Une une... hélice en drapeau. C'est quoi que tu appelles l'hélice en drapeau? C'est la plate? Ah, tu vois, vous n'avez pas le truc. C'est arrêter le moteur. Il n'est pas Ah non. encore arrivé là. Ah, tu n'es pas encore Alors, arrivé. on met une hélice en drapeau Pas arrivé au Dieu. pour diminuer la traînée qu'elle fait lorsque le moteur est en panne, tout simplement. Parce qu'une hélice qui n'est pas en drapeau, avec la vitesse de l'avion, elle va tourner en moulinet, en ce qu'on appelle en anglais windmilling. Elle va tourner en moulinet, exactement comme les petits moulinets des gosses qui courent avec. Très bien. Et quand elle va tourner en moulinet, elle va générer une très grande traînée. Donc non seulement on a un moteur qui est en panne, qui donc ne pousse plus, mais en plus de ça, on aurait une traînée additionnelle. Donc on met l'hélice en drapeau. L'hélice en drapeau consiste en fait à mettre la pale de telle sorte que elle soit, le bord d'attaque de la pale soit face au vent. Voilà. Comme ça. Au lieu d'être comme ça, comme ça. C'est le pitch, Je vais c'est faire ça. la prochaine. On parle de pitch. Voilà. La prochaine vidéo, ça sera sur l'hélice. Je vais la faire. Donc en fait, quand on a nous on l'a pas dans les petits avions, mais il y a certains avions on peut changer l'angle de pitch. C'est ça, hein? C'est même les petits avions, hein. Sur Sur un Cessna 180. quand tu vas voler sur Arrow ou je sais pas, enfin chez les Cessna je les connais pas, mais quand tu vas voler sur Arrow, tu auras l'hélice à pas variable. Je vais faire une vidéo là-dessus. C'est c'est la manette bleue. C'est la manette bleue. Quand elle est poussée vers l'avant, c'est full fine pitch. Et quand elle est réduite, tu réduis. En fait, tu règles tu as un régulateur, voilà, qui est montré sur cette vidéo, sur cette diapositive. Tu as un régulateur, c'est un régulateur de watts, l'équivalent du régulateur de watts qu'on utilise sur les machines à vapeur, et qui permet donc de régler le pas de telle sorte que l'hélice tourne à vitesse constante. Il est à l'école, il va nous montrer l'avion. Attention de te faire bannir, hein. Pardon, tu me disais quoi? Donc, fais attention quand tu filmes de te faire bannir. Ça dépend où. Ah, il est beau, l'hélico. Ah, je vais vous montrer une petite, la différence entre, dans le même avion, entre ça et ça. C'est pas les mêmes. Je vole pas encore sur ce type d'avion, mais je JB connais ne pas. regarde pas. JB. Ah. La différence entre ça
Les deux sont pas variables, mais c'est juste le type de... Regarde en profondeur, à côté du cône, de l'hélice. C'est ça. Va au cône de l'hélice, va au cône, le cône, Hop. pas là-bas, à l'intérieur, c'est-à-dire là où il y a l'emplanture de l'aile. Voilà, regarde. Tu vois le truc? Oui, Un mécanisme, il y a un C'est ça. mécanisme. ça tourne, ouais. Allez. On va faire ça. Et puis l'autre, la différence, elle est... C'est ici, en fait. C'est pas rond. Ça fait un petit peu la différence. Et tu as l'explication, Walid? Non, j'ai pas l'explication, je l'avais remarqué qu'hier, mais je vole pas encore sur ce type de machine. Il y a différentes choses. L'explication, en fait, c'est la boîte de vitesse de l'avion, tout simplement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, encore une fois, je vais faire une vidéo là-dessus, donc ça va mieux expliquer. L'hélice, lorsqu'elle tourne, l'hélice, et que l'avion est arrêté, l'angle d'incidence des pales, il est l'angle entre la corde aérodynamique moyenne de l'hélice, parce qu'une hélice, c'est exactement comme une aile, et le plan de rotation de l'hélice. Ça, c'est l'angle d'incidence. Et de par cet angle d'incidence, il va y avoir automatiquement une portance qui va se créer sur l'avant de l'hélice, une dépression sur l'avant de l'hélice et une légère surpression sur l'arrière de l'hélice, ce qui va générer la traction de l'hélice. Ça, c'est quand l'avion est arrêté. L'avion est arrêté, l'hélice tourne. Mais lorsque l'avion avance, automatiquement, il va y avoir le vent relatif qui est lié à la rotation de l'hélice, donc qui est dans le plan de rotation de l'hélice, plus la vitesse de l'avion, qui vont se composer. Et ça va générer un nouvel angle d'incidence. Qu'est-ce qui se produit? Et vous allez le voir dans ma prochaine vidéo. À une vitesse hélice constante et un pas de l'hélice constante, donc une position de la corde aérodynamique moyenne de l'hélice constante. Plus l'avion va aller vite, plus l'angle d'incidence de l'hélice va diminuer. Et donc, moins l'hélice va produire de traction. On a donc inventé l'hélice à pas variable, de sorte que plus on va vite, plus la pale d'hélice tourne de manière à ce que on reste à un angle d'incidence qui soit l'angle d'incidence optimum de l'hélice. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça produit? Ça produit que l'hélice va tourner en fait à vitesse constante. Parce que son angle d'incidence va rester constant, donc sa traction va être constante, et surtout sa traînée. Et c'est la traînée de l'hélice qui va faire que l'hélice va accélérer ou diminuer. Si la traînée de l'hélice est égale, la traînée multipliée par le rayon de l'hélice, est égale au torque du moteur, et ben l'hélice va tourner à vitesse constante. Mais là, bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer en parlant, mais je vais vous faire une vidéo là-dessus. J'y pensais justement ce matin. Voilà. Une fois n'est pas coutume, mes amis, je dois vous laisser. Et j'attends avec impatience la vidéo de JB. Excusez-moi. D'accord. Bonne Allez, continuation. porte-toi bien. Merci bien, JB. Merci, Andine. Merci tout le monde. Solitaire. Alors. C'est une espèce de couple, effectivement.
Même en anglais, on peut dire couple. Couple, attends. Couple, ouais. Alors, ma question, il y a eu des 300. Non, il y a eu un 300 affrété, je pense. À un moment donné, il était affrété. Tu n'es pas parti au travail, toi? Tu es sur la route. Ah, tu es arrivé. La chinoiserie ne fait que commencer. Et attends d'abord de badger, trucs et tout, de rentrer et tout. Tu vas passer par 50 000 systèmes à... Ah, tu dois passer au pif, tout, machin. C'est une longue étape. Salut. Les amis, je rentre en examen. Je vous rejoins plus tard. Bien. Merci. Salut. Merci encore, JB, pour les explications. Allez, au plaisir. Salut. J'ai l'impression qu'il passe son temps en examen, lui. Bon, tu me diras, c'est la période aussi. Hein. Ça doit être speed. Voler avec 100% de SAF est-il envisageable? Qu'est-ce que tu appelles ça, le sustainable fuel? Sustainable fuel, non? Pour l'instant, il y a encore des essais. Au niveau des sustainable, d'ailleurs, l'OACI fait tous les mois 2 à 3 conférences à ce niveau-là pour l'économie, le truc, le sus. C'est un peu compliqué à prononcer. Sustainable fuel. Safe, oui, ça peut être safe si la technologie est vraiment bien maîtrisée, mais au début, il va y avoir des couacs, ça c'est sûr. Il va y avoir des problèmes de filtre, de bypass, de beaucoup de choses, parce qu'il faut qu'ils maîtrisent cette histoire. C'est pas aussi aisé que ça. C'est comme les voitures électriques, comme elles ont été créées, même pour l'avion électrique. C'est pas pour demain, c'est-à-dire c'est toujours en essai, il y a des fouillis, ça m'étonnerait. Comment on appelle ça? L'énergie fossile a encore de l'avenir devant elle. Bim, alors, c'est la pièce sur laquelle tu as récupéré depuis ton retour de voyage d'hier. Je suis pas au courant de cette histoire. Ouais. Je pense que les affaires d'apport. Alors, le chat, vous êtes timide ou vous n'avez pas de questions? L'IA va intervenir bientôt dans l'avenir, ça va chambouler l'avionique. Non, l'IA est dans l'avionique déjà. Parce que tout ce qu'on appelle l'avionique, tous les composants électroniques qui dotent les avions. Donc l'IA intervient déjà dans l'aviation. Puisque tout est discussion binaire entre les systèmes informatisés. Donc l'IA y est. Mais chambouler, ça m'étonnerait, puisque l'humain ne laissera pas sa place comme ça aussi facilement. Question ou une précision sur la formation. Vas-y, IT.
Oui, tu peux parler si tu veux. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, en général, oui, tu veux dire les ASU, Air Supply Unit. Oui, pratiquement tous. Il y en a qui... C'est une question de moyens là aussi, hein, parce que c'est du matériel lourd, que ce soit les GPU, les ASU et tout. Ouais. Vas-y, IT. Oui, salam alaikum, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci. Sur la formation, quand à l'époque je vivais en Algérie, on me disait toujours formation pilote, il faut faire maths, université, etc. Puis je me suis aperçu en Europe qu'il y a ce qu'on appelle des filières qui n'existaient pas chez nous à l'époque où je vivais là-bas. C'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a pas pu aller au lycée et qui fait un apprentissage. Et j'ai vu en Suisse beaucoup de gens qui, avec un apprentissage, ont fait des carrières de pilote de ligne. Et ça existe. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des formations. Alors aussi, ça existe aux États-Unis, au Canada, même en Australie. Il suffit vous commencez à faire vos écoles. Certains ont fait du planeur, mais pas obligatoirement. Ils font des petits avions. 120 heures de tracteur de planeur, et puis ils montent en qualification gentiment. Alors c'était l'ère de l'analogique, pas du digital, hein, on est bien d'accord. Puis après, il allait faire pilote de brousse ou pilote de petites machines, et comme ça, il pouvait gagner de l'argent et de l'expérience en pilotage réel, et y monter gentiment. Il y a par exemple Air Alaska, il y a plein de trucs comme ça. Puis après, il payait ses licences au fur et à mesure. Vous n'en parlez jamais. Mais l'autre voie, c'est la voie royale, hein, celle que vous avez fait. Pardon. Alors pardon, je vous ai pas entendu moi le dire. Je rectifie. Peut-être que vous en avez parlé. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai terminé. Je récapitule un petit peu ce que tu viens de dire. Je vais prendre une personne lambda, 16, 17, 18 ans, sans aucun niveau d'instruction. Je le mets dans un hangar, je lui montre l'avion, je le fais monter, je vais lui montrer comment faire, et il va faire, il va piloter, et il va tracter des planeurs. Ensuite, il va aller en brousse. Il va faire pilote de brousse. Ensuite, il va chercher chez Air Alaska, comme il dit, ou je sais pas quoi. Ensuite, il finira pilote de ligne. C'est ça ce que tu veux dire? Ouais. Ah, pardon. Tu es sérieux ou tu... Est-ce que tu es... Non, j'ai connu un gars comme ça, hein. Non, réel. Physique, hein. C'est-à-dire, bon, maintenant. Allez, les gars, ça me rappelle un peu vos années. Faut faire tour avion, là. Attends, Spanish. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Pardon, voilà, merci. Voilà, une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pas parce qu'un gars a fait ça comme ça que c'est la meilleure voie ou c'est une voie qui permet d'atteindre les mêmes objectifs. Excusez-nous, hein, Nourdine et moi et d'autres qui viennent sur le chat, etc. Nous avons fait des études universitaires et nous avons fait des carrières derrière comme commandant de bord, instructeur, etc. sur avion de ligne, d'accord. Alors je ne dénie pas la possibilité à quelqu'un qui est arrivé par le bas de l'échelle d'y arriver, mais il va avoir énormément de difficultés. C'est pas impossible, mais c'est pas la meilleure voie pour y arriver. En plus de ça, il faut avoir, et je le prétends parce que j'enseigne les matières de l'aéronautique à des pilotes de ligne, donc je sais de quoi je parle, il faut avoir quand même un assez bon niveau en maths et en physique pour arriver à appréhender les sujets. Le problème d'un avion, maintenant, il faut bien concevoir un truc, c'est que vous, le schéma que vous donnez, c'est un schéma de manœuvrier, d'un gars qui va piloter, qui va tirer sur le manche, pousser sur le manche.
Maintenant, le pilotage, ce n'est plus de tirer sur le manche ou de pousser sur le manche. C'est plus du tout ça, c'est de la gestion. C'est de la gestion, et la gestion, elle demande des connaissances assez poussées dans tous les domaines que je vous ai dit auparavant, et entre autres en informatique, entre autres, etc., etc., pour arriver à comprendre les avions qui sont de plus en plus complexes. Et je ne crois pas qu'un gars, par le biais de l'apprentissage, ça permet d'atteindre certains niveaux. J'ai eu l'occasion, je vais vous dire, j'ai eu l'occasion de travailler avec des Suisses. J'ai eu un directeur général dans une boîte pour laquelle j'ai travaillé, qui était un Suisse, qui était passé par l'apprentissage. Il avait commencé comme bagagiste à Swissair, il avait terminé chef d'escale, d'accord? Très bien. Et après, directeur général dans une filiale de Swissport, etc., de Swissair, etc. Mais ce gars, il lui manquait énormément de choses. Il lui manquait énormément de connaissances théoriques, même pour diriger et il avait pour lui l'avantage d'avoir l'esprit humble et d'être capable d'apprendre, mais il lui manquait quand même beaucoup de culture que l'on n'acquiert que par les études. Je suis désolé. Voilà. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Vous allez peut-être me prendre pour quelqu'un d'élitiste, mais c'est mon point de vue. Ben, merci pour votre avis. Donc c'était une exception, parce que je me posais des questions, quoi. Voilà, Merci beaucoup. Car quand il a essayé, quand il s'est jeté, ben il s'est jeté. Il est Il y a aussi le gars qui prend un manuel à moitié, comment décoller, il peut décoller, il n'y a pas de problème. Ça, s'il ne trouve pas la façon comment atterrir, ben, il reste en relève jusqu'à épuisement du carburant, il se cassera la gueule. Bon, c'est pour ça qu'il y a des études à Mahakazam. Sinon, par l'apprentissage aussi, on peut devenir médecin. À force de disséquer des grenouilles et des rats et d'autres, on peut devenir chirurgien. Aussi, on peut dire, ouais, je vais faire carrière dans la chirurgie. On peut devenir ingénieur en génie civil, à force de faire des montages d'allumettes et dire, voilà, j'ai fait une structure. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une structure qui s'appelle l'instruction, la formation. Et c'est pour ça que les compagnies demandent toujours un niveau high. Pourquoi? Pour qu'elle n'ait pas de prise avec ces gens-là après. Parce que tu peux effectivement venir de nulle part, peut-être, ça c'est possible. Et ensuite, il y aura un bug. Et le jour où il y a un bug, et ben, le bug va emporter avec lui 250 passagers. Et ensuite, ces bons-là de fou, il sera embêté avec des enquêtes. D'accord? C'est comme ça, il faut voir les choses. Encore une fois, ce n'est pas le pilotage, ce n'est plus Mermoz est mort il y a bien longtemps. C'est plus Mermoz. C'est plus le fait de savoir manipuler, manœuvrer un avion, décollage, atterrissage, virage, etc. C'est plus ça. Ça s'est relégué au deuxième plan. Le premier plan du pilotage, c'est la compréhension de ce qui se passe dans l'avion, dans des avions qui sont de plus en plus complexes. Et la compréhension de ce qui se passe, elle passe par des études. D'ailleurs, c'est très simple, hein. On peut pas être pilote de ligne si on n'est pas passé par des stages homologués et des examens d'État qui sont passés dans des conditions bien spécifiques, etc. Sinon, on pourrait faire candidat libre. On ne peut pas faire candidat libre. Voilà. Merci, Iti. C'est bon, Iti. Ah, pardon, super, merci de votre précision, parce que j'avais l'impression que je vivais dans un autre monde, mais c'est bon, quoi. Il a jamais été commandant de bord, hein. Je crois qu'il a jamais fait turbo-réacteur, il est resté que, je crois, le maximum c'était le F-28, le Fokker. Il est monté sur Fokker. C'est quand même un avion, hein. Les biréacteurs. Ouais. Tu veux dire le F-27 qui est un biturbo. Voilà, voilà, le F-27, pardon, excusez-moi. Oubelek, c'est un fabulateur qui t'a raconté une histoire comme on en raconte souvent et que tu l'as cru. Et Maniche, tu peux. Hein. Non, pardon, sur la véracité, parce que là où j'habite, je suis pas loin d'un petit aéroport. Et tu le vois passer.
Non, 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 pardon. Non, parce que je suis dans l'axe d'alignement des avions, donc ça serait dangereux. Il risquerait de venir dans mon salon avec son avion, ce qui est pas très agréable. Je l'ai pas invité. Mais Alors, je, il y a quelque chose qui s'appelle la délation. non, mais le gars, je l'ai connu parce que j'étais dans le cadre de l'armée, et puis je l'avais vu, puis je l'ai croisé, puis on discutait comme ça. Il connaissait le cosmonaute suisse, Nicolet. Sahbou, je me suis posé. Et puis c'est là où j'ai appris que, bon, il est arrivé à faire du F-27. Peut-être cargo, là, il Bon, transportait non, mais il y a toujours des gars qui arrivent. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais pilotes, mais c'est des gars qui auront quand même pas la carrière idéale. La carrière idéale, quand on veut être pilote de ligne, c'est d'arriver à être commandant de bord sur les grosses machines. C'est ça comme l'objectif. vous faites, Voilà. Comme on a comme fait, vous avez fait. comme on a fait, nous, voilà. Ah, Ibarak, ouais, c'est ça. Ok. Mais encore une fois, c'est pas qu'on veuille être élitiste, hein. Non, non, C'est non, pas non. qu'on on n'a pas, nous, on n'a pas l'idée, vous savez, on n'a pas une très très haute idée de nous-mêmes, hein. Nous ne sommes pas des gens au-dessus de la normale, ni rien du tout. Nous sommes des gens qui avons certaines compétences et qui avons appris un métier. C'est tout. Bon, il y a une certaine, il y a des compétences psychomotrices qu'il faut avoir. Bon, mais ça, votre copain, il a de fortes chances de les avoir, ces compétences psychomotrices qui permettent de se déplacer en 3 dimensions. Mais là n'est pas le débat. Le débat, c'est surtout d'arriver à appréhender ce qui se passe, quoi, à appréhender la complexité des machines. Voilà. Merci. Merci en tout cas. Il اسمح لي vous restez c'est IT juste pour une petite information parce que le même cas حتى هو chez nous donc حتى أنا moi-même je croyais toujours que les 2 ans de maths sup maths spé c'est un acquis qui est défini par l'autorité de l'aviation civile. Et sincèrement, en premier lieu, c'est une barre qui est définie par la compagnie. Donc, c'est pour la sélection, puisqu'il y a plusieurs demandes, etc., etc., et qu'il a choisi de mettre en place ces prérequis. Deuxièmement, c'est une garantie pour la compagnie à ce que les étudiants, les futurs pilotes aient leur formation en bonne et due forme et réussissent. Parce qu'il y a un investissement de la part de la compagnie. C'est la compagnie qui forme ces pilotes-là. Mais oui, mais par contre, réglementairement parlant, il n'y a pas de... Il y a les prérequis, c'est que d'avoir un bac, puis l'âge de 18 ans, au-delà de 18 ans, et puis l'attitude médicale, et puis vous intégrez l'école. Si vous arrivez à suivre les formations, c'est vrai que les certifs ou le programme de pilotage, que ce soit pilote privé ou professionnel, pilote de ligne, surtout les certifs, là, ça nécessite, bien sûr, ça nécessite une compétence après en bonne et due forme. Hein. C'est pas donné à n'importe qui, ça c'est vrai. Hein. Il y a des gens qui lâchent vraiment, hein, facilement. C'est un gaspille. Donc c'est ça, c'est... Et puis voilà, pour te rejoindre, quand une compagnie recrute quelqu'un, et même quand une autorité de l'aviation civile envisage des formations de pilotes, il faut que le gars ait un potentiel d'acquisition de connaissances. Ce potentiel d'acquisition de connaissances, il va justement de pair avec déjà une formation initiale, une éducation universitaire ou autre, qui permettent de dire que le gars a un certain potentiel intellectuel. Sinon, ben, le gars, il risque de plafonner assez vite. Hein. C'est vrai, faut faire. C'est bon idée. C'est parfait. Vous avez été, comme d'habitude, vous êtes géniaux. On touche les étoiles, là. On a quitté le plancher des vaches. Je ne pense pas que tu puisses toucher les étoiles, hein, parce que c'est quand même... Pas moi, à vous. Bon. Ça sert pas qu'à la décoration. Il faut bien vous dire une chose. Nous, on a exercé ce métier-là pendant pas mal de décennies.
On aime ce métier, on voudrait donner aux gens les vraies informations, quoi. On n'essaye pas de faire croire aux gens que c'est facile d'y arriver, c'est rien du tout, c'est piece of cake, hein. Ça ne veut pas dire que pour autant on se prend pour des têtes, hein. C'est pas du tout ça, mais on sait de quoi on parle, quoi. C'est tout, on sait ce qui est exigé pour faire ce métier, voilà. Mais pardon, monsieur, avec tout le respect que je vous donne, mais quand on vous entend parler de l'aviation, vous respirez l'aviation quand vous parlez de votre carrière maintenant à votre âge et vous dites que vous êtes encore enseignant et trucs comme vous parlez de ça. Mais honnêtement, hein, des fois, moi, je suis avec vous dans le cockpit, hein, je suis avec vous dans votre salle de cours, hein. Wallah, je sais pas si vous avez fait de la pédagogie, moi j'ai dû apprendre pour enseigner. Il est prof. Vous sortez ça, Allah, vraiment, je suis admiratif. Je suis pas du tout dans le domaine de l'aviation, mais je viens vous voir. Et ça me manque. Avant, monsieur Capitaine El Kébir m'envoyait des invitations. Donc, il m'oublie un peu. Mais aujourd'hui, je cherchais où était votre live, quoi. Voilà, j'aime bien vous entendre parler, Guessra, l'humour. C'était magnifique. Hein. Il faut demander pour monter. Je peux pas. Non, l'invitation quand il y a le live, je le vois plus. Ah, parce que je peux pas envoyer, par exemple, la notification. Normalement, elle passe. Si tu me suis, tu reçois normalement. Oui, je vous reçois en retard. Ah, ça m'énerve. Wallah, Guessra ma'akoum, c'est magnifique. Vraiment, c'est pour moi un plaisir et un honneur de vous avoir connu. Peut-être je vous ai croisé en vol, j'étais en passager, mais magnifique. Merci beaucoup. Voilà, je monopolise pas. Voilà, je laisse les autres parler. Ok. Vas-y, Abdel. Bonjour les amis, bonjour d'équipe. Salut. Salut GP. Ça m'a fait plaisir, je suis monté spécialement pour vous remercier du partage que vous êtes en train de faire. Et moi j'ai eu la chance de connaître quelques collègues de vos collègues. Parmi le gars qui m'a trop marqué, le mécanicien Kadid, Allah yarhamou. Oui, Mustafa. Ouais. Ça, c'est un frère pour moi. Un très grand monsieur. Ouais. Jusqu'à l'heure actuelle, le visage taou, dahka taou, salam alaikum. Salam. Et comme j'ai dit à GB, on a un ami commun, Tayyib Marwan. Tout à l'heure, on discutait. On aura, j'espère, l'occasion de... Très grand ami, oui, exact. Ouais. Et moi, je voulais faire pilote. À la dernière minute, j'ai retiré mon dossier. Franchement, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a conseillé, allez, vous n'aurez pas une vie familiale. Quand j'ai eu mon bac, maths, est-ce qu'il a raison ou pas? On a mal à Bali. Mais je ne regrette pas. Là, j'ai fait un autre métier. Je suis électronicien. Et de mon métier, ça m'a permis de connaître beaucoup de vos collègues. Parce qu'à un certain moment, quand il y avait la télévision, ils tombaient en panne, ils venaient vers moi pour les réparer, des vidéos et tout ça. Et j'étais à quand les fameuses télévisions Sony, Sanyo et tout ça, que vous amenez de Moyen-Orient, à Daklo. Et j'ai un autre ami, Tanit, je lui tire chapeau, il est fini commandant de bord, Jamal Berrabah. C'est mécanicien. Oui, allez. Jamal, bien sûr. Jamal, ouais. Et un autre, je dois dire beaucoup, Allah Mouhou, commandant de bord instructeur sur Airbus. Mouhou, oui. Et peut-être qu'on aura l'occasion, GP, d'y aller le voir, de visiter à Entaya. Quand je rentre à Nahar Zaire, Inch'Allah, avec plaisir. Voilà. On se contacte via Taïeb. Taïeb, certes. Et je vous tire chapeau. Ce que vous êtes en train de faire, top. Moi, tout à l'heure, je parlais avec Taïeb sur vous. Ces gens-là, il faut les mettre, de leur créer un club aéronautique, l'aéroport, avec un foyer, et laisser les jeunes vous presser. Parce que c'est dommage que des encyclopédies comme GP et Rohou Hagdak sont restées derrière des livres et des bouquins. Il va écrire ses mémoires, il va les écrire, les mémoires. Wallah, Medabina, c'est franchement dommage. GB, pense à les écrire, à mettre des livres. Parce que l'accès... Abdel, déjà qui publie les vidéos, donc c'est une empreinte. Il y a des vidéos signées, c'est des vidéos signées de sa main. Donc c'est des enfants. Les lives, ces lives-là sur lesquels on passe, c'est une empreinte. Ça va rester sur YouTube.
Mais attends, Bon, avant qu'ils Nordin, disparaissent, à la coulée alam. Avant ouais, que vous disparaissiez, vous allez toujours les trouver. Parce que nous, on ne va pas disparaître. Nordin, c'est pas tout le monde qui va sur le TikTok. Mais des bouquins dans la bibliothèque, ou la lycée, ou des polycopes, ou là, tu risques de toucher les jeunes. Anna a un neveu, il a à peine 14 ans, il s'intéresse maintenant à l'ingénierie des fluides. C'est bien, c'est très bien. البارح عطيت له le site تاع GB. قلت له vas-y voir. قال لي tonton, je vais pas faire pilote. قلت له non, mais tu vas apprendre des choses معك. Justement là, البارح برك. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de monter, de vous saluer. Et chapeau bas, franchement, bonne continuation. Et promis, GB, un bon dîner de poisson, معك en face. Très bien. وقول لك في زموري Avec plaisir. في زموري معايا وعلى الطيب. Inch'Allah, Voilà. Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup. Bonne continuation. وانا دائما نسمع فيكم. اليوم برك طلعت pour vous saluer. Allez, salam alaikum. Merci Abdel. Et bonne continuation. صحة فوا. Oui, Rami. Oui, salam alaikum, bonjour tout le monde. Salut. Alaikum salam. Moi, j'ai quelques questions, enfin, je demande des conseils par rapport, en fait, moi, je vais rentrer dans une école qui s'appelle CIA. Je suis sur la phase 3, en fait, c'est l'entretien. Où? CIA. De Bruxelles. En fait, on doit passer la phase 3 qui est l'entretien pour après choisir quelle école. Moi, je suis en France, hein, sud-ouest, Bordeaux. J'ai un bac plus 2 en système automatisé. Et puis, en fait, c'est la deuxième fois que je vais passer mon test. Le premier, je l'ai pas réussi. Donc, je sais pas exactement, en fait, est-ce que c'est, parce que les compétences, je pense que je les ai, le niveau, je l'ai. Mais je pense que c'est plus personnel qu'autre chose. Enfin, en fait, moi, je suis quelqu'un de très calme qui parle pas beaucoup. Donc l'entretien il est en anglais, entièrement en anglais. Donc est-ce que c'est à cause de la langue? Est-ce que c'est parce que est-ce que vous pouvez avoir des conseils par rapport à ça? Vas-y, monsieur. Normalement, en toute rigueur, une entité qui fait passer des entretiens, normalement, ils doivent vous débriefer. Ils doivent vous dire ce qui n'a pas fonctionné, parce que un entretien pour une sélection, ça doit être aussi une occasion pour le candidat de s'améliorer, de tout ça. Donc, normalement, vous devriez avoir un débriefing. Ça, il faudrait l'exiger. Maintenant, c'est à vous de savoir si l'anglais, par exemple, est-ce que vous avez bien maîtrisé ou bien vous avez le sentiment d'avoir été un petit peu faiblard sur l'anglais. Il est certain que si vous avez été faible sur l'anglais, c'est sûr qu'il y aura un problème pour suivre une formation en anglais. Ça, c'est clair. Il peut y avoir un problème de personnalité. Vous dites que vous êtes quelqu'un qui ne vous exprimez pas trop et tout. Ça peut être ça, je ne sais pas, c'est à vous de voir ça. Mais normalement, vous devez exiger d'avoir un débriefing. Oui, j'ai eu le débriefing, mais c'était assez vague et il reste pas longtemps à parler avec nous. C'est très vague. Il donne juste les points. Exactement. Il te reproche quoi exactement? En fait, ils disent juste les points où, par exemple, sur la question personnelle, comme quoi, quel est le moment où vous étiez un leader, par exemple, comment vous vous êtes comporté, comment, c'est des questions comme ça qui sont personnelles. Enfin, voilà quoi. Je peine à trouver des exemples, par exemple, par rapport à ça ou. D'abord, d'après vous, alors juste, on va pas aborder tout le sujet ici, mais d'après vous, qu'est-ce que c'est qu'un leader? Ah bah c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui peut gérer une équipe et qui peut prendre des conseils des autres, il peut apprendre des autres aussi. D'accord. Donc vous voyez bien que vous commencez à avoir une certaine idée. Bon, le leader, c'est quelqu'un qui arrive à motiver les autres. C'est quelqu'un dont le pouvoir provient de ce que les autres adhèrent à sa démarche. D'accord? Contrairement au chef, qui lui est nommé par une hiérarchie.
Il y a deux, très bien. D'après vous, est-ce qu'un pilote doit être un leader? Bien sûr, oui. Très bien. Donc, lorsqu'on vous pose des questions sur le leadership, il faut démontrer dans votre attitude que vous êtes un éventuel leader. Que vous êtes capable de travailler en équipe, que vous appréciez de travailler selon des règles précises, parce que voilà ce que ce métier demande. En synergie, par exemple, en synergie avec d'autres. Vous voyez un petit peu. Voilà un petit peu c'est ce genre d'attitude. Quand vous passez des sélections, par exemple, si vous passez des sélections dans des compagnies aériennes, ils vont vous poser des questions, justement, par exemple du style, hein, je vous dis ça comme ça, par exemple, dans une équipe de foot, est-ce que vous seriez plutôt attaquant ou gardien de but? Par exemple. Oui. Vous voyez, donc il est évident que pour un pilote, on préférera un gars qui va faire attaquant plutôt qu'un gars. Mais on voudrait bien aussi qu'il soit capable de garder les buts aussi, vous voyez. Il faut avoir cette. Alors bon, moi je ne pense pas qu'au niveau d'une école, pour le recrutement dans une école, enfin l'admission dans une école, ce soit fondamental, ce genre de truc, mais on essaye quand même de déterminer un peu le profil du gars. Voilà. Oui, parce qu'il y a aussi des questions qui sont techniques par rapport à l'aviation et je réponds très clairement et puis j'ai des connaissances enfin minimes, pas aussi qu'un pilote, mais bon, minimum. Voilà. Donc c'est plus sur l'aspect personnel, je pense que après voilà. Il faut pas montrer que tu es overconfident. Il faut pas aussi montrer que tu es vraiment underconfident. Underconfident, ça dit aplati. Il y a le juste milieu et que tu puisses travailler en synergie avec les autres, que tu puisses partager et prendre les décisions des autres. C'est-à-dire ne pas prendre ta décision unilatérale et dire c'est moi qui ai raison. Ça, c'est le chef qui est, comme disait JB, nommé par la hiérarchie. Mais un leader, c'est celui qui sait travailler en équipe, il sait coordonner ça, et quand il y a une décision à prendre, elle est prise de façon collégiale pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Parce que s'il la prend tout seul, elle peut être vraie, mais pas forcément vraie. Elle peut les emmener tous, si les autres ne sont pas d'accord et que lui, il l'impose, s'il y a une catastrophe, eh ben, il aura sur la conscience, surtout s'il reste vivant. Et c'est ça le problème, c'est de travailler d'esprit d'équipe, de travailler avec une équipe, partager, montrer. Et quand tu dois parler en interview, c'est pas le fait de parler vite ou rapidement qui est important, c'est de parler réfléchi et de répondre aux questions, ne pas déborder sur autre chose. Parce que des fois, il y a des questions ils vont te poser des questions pour te faire déborder sur autre chose. Il ne faut jamais déborder sur autre chose. Il faut aller à l'essentiel, que ce soit technique, managérial ou façon de travail d'équipe. Voilà. Il n'y a pas de raison. Tu vas le repasser normalement. Oui, je vais le repasser dans 2 mois, je vais me préparer bien pour... Prépare-toi. Techniquement, tu dis que tu es bon. Ben, c'est bien, c'est super, c'est déjà 50%, mon ami. Ouais. Et après, il te restera les 50 autres, où il y a 30 à peu près de ta personnalité, 20 sur le comportement, 10 sur... Et c'est des échelles, tu vois, sur la gesticulation aussi, la façon de s'asseoir, la façon de parler, la façon de répondre, la façon de regarder les gens. Parce que si tu as les yeux baissés par terre et tu transpires, là, on va se dire, si à ce niveau-là il fait ça, c'est qu'il a un problème refoulé quelque part, c'est-à-dire où il est trop timide, tu as compris ce que je veux dire? Oui. Ça serait mieux par exemple de le passer en présentiel parce que c'est les 2 fois que je l'ai passé, c'était en... Non, c'est face to face, il vaut mieux face to face. Ah ouais. D'accord. Ouais. C'est là où d'abord là, tu vas déterminer qui c'est qui est devant toi. Tu vas affirmer ta personnalité par tes réponses et ta façon de faire et ta façon de répondre. Ouais. Façon d'être. Ouais. Comme ça, derrière un écran, tu sais, on est tous derrière un écran, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Je peux mettre maintenant une île paradisiaque, je me balade dans le truc. Chose très importante, quand on passe ce type d'entretien, vraiment dire la vérité. Vraiment être... Parce que, vous savez, quand on interviewe quelqu'un comme ça, on cherche à savoir, quand on pose une question, on va poser en fait une question sur le même thème, sous des formes différentes, de manière à voir si
dans la première forme, on a répondu blanc. On essaye de voir si le gars, dans la deuxième forme de la question, qui traite du même sujet, mais sous une autre approche, s'il répond toujours blanc. Parce que s'il répond noir, il va y avoir un problème. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un manque de sincérité. Donc voilà un petit peu les clés du système. Et puis alors, moi, ce que je conseille toujours, c'est que pour ce genre de truc, il faudrait que vous vous mettiez avec quelqu'un de votre entourage et une caméra et votre téléphone portable et que votre ami en face vous joue un peu le rôle de ce que vous avez vu lors des entretiens que vous avez eus, de manière à ce que vous puissiez pratiquer ça. D'accord? Et vous vous filmez. Et après, vous pouvez vous débriefer directement en regardant la vidéo et vous verrez vos attitudes, votre manière de parler, des propos que vous avez tenus, etc. Vous les verrez avec plus de recul et ça vous permettra éventuellement de vous corriger. Ouais, mets-toi en face d'un miroir, parle avec toi-même comme dirait Doc, filme-toi sur un laptop. Ne fais pas comme les nuls du bac, hein, donc, qui, quand on te pose, si tu sais pas, tu dis je ne sais pas. Et de façon claire, nette, précise. N'essaye pas d'habiller la chose ou d'essayer de. Parce que là, ça va se déceler. Hein. Tout se décèle. Merci beaucoup. J'ai une autre question aussi. Quand on passe, par exemple, la formation, on finit la formation, on a la licence ATPL et tout ça. Est-ce que il y aura d'autres, on doit passer d'autres tests pour être pilote? Jusqu'à ce que tu sortes à la retraite. Bon, je m'explique. En fait, on commence avec un commandant instructeur, c'est bien ça. Non, c'est avant ça. D'abord, quand tu as ta licence, quand tu as tes licences prêtes, il y a la visite médicale aussi. Oui. Dans l'aspect physique, comment il est. Ensuite, il y a des applications au niveau des compagnies. Je ne sais pas à niveau de quelle compagnie tu vas appliquer, où tu veux appliquer. Ensuite, au niveau de la compagnie, il y a une sélection pour entrer. Là aussi, tu vas passer par une batterie de sélection, c'est-à-dire le face-to-face, l'interview, le ceci, le cela. Une fois bien ou bon, tu passeras au simulateur pour voir la gesticulation, même si tu ne sais pas piloter ces avions-là, on va te mettre dans n'importe quel type d'avion pour voir au moins ta réaction par rapport au système qu'on te présente. Si tu dis, ah, je ne m'y connais pas et tu commences à baliser et tout, ça veut dire que tu n'es pas fait pour ça. Si tu t'adaptes, d'abord, tu t'assois, il faut savoir s'asseoir correctement dans un avion, et essayer de comprendre ce qu'il y a. Là, on va voir, l'étude t'intéresse. Et c'est là où commencera les sélections. Une fois que tu es carrément pris par la compagnie, là, il y aura la qualification de type. La compagnie va te choisir un secteur dans lequel elle va te mettre. Si elle a un avion de base sur lequel elle va te mettre la qualification de type de cet avion-là. Si elle n'a pas de politique d'avion de base, elle va te mettre dans l'avion où elle juge nécessaire de te mettre. Et là où elle a besoin de toi, etc. Et tu passeras chaque 6 mois la visite, chaque année, puisque tu dois avoir moins de 60 ans, chaque année la visite médicale, tous les 6 mois le simulateur pour la remise en question de tes compétences, chaque année un contrôle en ligne, l'OCP, l'OPC, l'OPC. Et donc, voilà, pour revalider tes licences. Et ceci jusqu'à toute ta carrière. Et de temps en temps, il y a des contrôles inopinés en vol. Par un instructeur, par ceci, par cela. Jusqu'à ce que tu finisses ta carrière. Quand tu arrives en fin de carrière, eh ben, tu te mettras derrière un pupitre comme ça et tu feras des lives. Voilà. Un pilote est toujours en apprentissage, comme on dit. Oui, on apprend tous les jours. Oui. Personnellement, même maintenant, je suis à la retraite, JP est à la retraite, on apprend tous les jours. Avec les questions, avec les gens qui posent des questions, avec ceci, cela. On apprend tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, commandant. Merci, monsieur JB. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Et bon courage. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Sympa. Il faut du café naturel pour prendre une bonne envolée. Ton live est en pause. On ne reçoit pas ton image, hein, Nordine. Ah bon? Attends. Moi, j'ai live en pause. Le créateur sera bientôt de retour. Attends. Et comme ça?
Kiff, kiff. Ça doit être la connexion, quoi. Non. Pas ta faccia, en tout cas. C'est tout. C'est pas normal, ça. Attends, je retourne. Non, il y a le modérateur qui me voit normalement. Il y a le mode qui me dit tu es normal. Je retourne la caméra et je reviens. Attends, tac. Là, je l'enlève, là, je la remets. Et maintenant? Tu vois toujours pas? J'y vais. Moi, je me vois et je te vois. Eh ben oui. Là, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas que je te voie, ou là? Voilà, tu me vois ou pas? Pas du tout. Ton live est en pause. Hein. Il n'y a pas que moi. Ouais, Voilà, c'est ton pas- live est en pause. On a le modérateur, il me dit on te voit, donc ça veut dire que c'est vos connexions. Attends, je vais changer le truc. Attends. Je vais changer la photo, peut-être, l'arrière-plan. Il y Attends. en a, ils disent on vous voit. La caméra, elle n'est pas coupée? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai C'est remis. bizarre parce qu'il y en a qui disent on te voit Nourdine et puis. Elle n'est pas retournée, non. Ah non, on me voit. Le modérateur me voit. Il y a un modérateur qui me voit, il me dit on te voit. Ah ben, Adavjik me dit on te voit. Donc ça veut il dire te voit. Moi, je vois tout le monde. Bref. Voilà. On voit et on entend Nourdine. Bon, bah, il n'y a que Morad et moi qui te voyons pas, c'est tout. Hein. Comme on te connaît, c'est pas grave. Et pourquoi tu peux pas retourner ta caméra et revenir? Appuie Moi, sur tu le- veux dire? Oui, toi, tu peux pas retourner ta caméra. Tu appuies sur ta photo, tu fais retourner ta caméra. D'accord, on va voir. Non, là, tu l'as éteint. Reviens. Mora, tu ne vois toujours pas? Là, je te vois pas. C'est bizarre. يمكن الناس ديال اللايف اللي حنايا في لو guest, on te voit pas, mais par contre Mais c'est bizarre. Voilà qu'il faut. Attendez, ce qu'on va faire. Je vais vous faire descendre et vous faire remonter. J'y vais maintenant. D'accord. J'y vais maintenant. J'y vais. J'y vais, tu es figé. C'est toi qui as la photo figée. J'y vais. Attends, je vais vous faire descendre. Attends, je vais te faire descendre et je vais vous faire remonter. Alors, attends. J'y vais, invite. Voilà, tu es où? Voilà. Attends, allez. Les invitations sont lancées. Voilà, derrière. Ah, au début, là, je t'ai vu. Ok, quand je suis rentré, je te vois plus. Le live est en pause. Bizarre, pourquoi là, je me vois, les gens me voient. J'y vais, pourquoi il est. Ouais, je lui ai envoyé l'invitation, il n'est pas remonté. Non, il ne faut pas un boost. Voilà le café. Hein. Tu parles de café, voilà le café des Gostos. بنتي وعاوتاني مشات ليماج ديالك. C'est bizarre. Attends, on va retourner la caméra. Bon. Ouhaka, quand je retourne la caméra, tu vois pas le fond d'écran? Non, non. Attends, JP qui est en train de demander. Voilà. Ah ben. C'est bizarre. Je te voyais avant de monter. Et maintenant que j'apparais moi,
Je t'ai vu avant que tu me fasses, enfin que tu me permettes de monter, et maintenant je te vois plus. C'est ce qu'il disait moi là aussi. Ouais. Je sais pas. Je ne sais pas. Il t'a changé la fréquence. Je pense qu'il a raison le mode. C'est bug TikTok ça. C'est du bug TikTok ça. Moi, je te voyais très très bien. Bon, Morad, c'est normal parce que Morad. Moi, j'ai coupé la caméra là. Non, moi, je te voyais tout à l'heure. Oui. Des aides Cofé. On va dire de la pub sur le Cofé. Tu payes le live, tu payes JB, tu me payes moi et tu payes Morad. Comme ça, tu montes faire ta pub sur le café. Ça va dire la publicité sur le café. Tu nous payes. Alors, tu m'envoies un lion. JB un Zeus. Je t'offre du café, pas de souci. On parle de quoi? Tokyo, ça fait 2 heures qu'on est en train de parler. On parle de quoi? On parle de Tokyo, justement. Tokyo, c'est une belle ville qui se trouve sur une grande île. Voilà. JB, il est sur un voilier. C'est moi sur mon bateau. Je sais. Tu l'as vendu, au fait, Adek? Oui, je l'ai vendu. Et le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Nordine, est-ce de changer l'arrière-plan? Ben oui, on change l'arrière-plan en prenant une photo de ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'il faut passer sur écran vert, et après écran vert, on choisit une image qu'on a dans notre galerie d'images. Voilà. Par exemple, la journée où il y avait les orages, bah, tu peux pas voir, Goutli. En Tokyo, compte officiel, on parle d'aviation. La plupart du temps, voilà. La plupart du temps, on parle d'aviation. Il y a la post-combustion. Non, il n'y a pas la post-combustion, ça c'est pour les bateaux de compétition de vitesse. Mais dans un voilier. Tiens, il y avait un moteur dans ton voilier. Oui, il y a un petit moteur diesel, mais pas très gros. Hein. Ouais. Moi, j'avais un 13 chevaux là-dessus. Ouais. La navigation à voile, c'est très bien pour les pilotes parce que c'est déjà toute la propulsion, tout ce qui est aérodynamique et tout ça, c'est notre métier. Donc on n'a plus de problème. On n'a pas de problème à comprendre. Bill 81. C'est en fonction des besoins compagnie et en fonction de l'ancienneté, effectivement. C'est pas une question d'heures de vol, mais bon, bien sûr, il faudrait comptabiliser un certain nombre d'heures de vol sur la machine pour pouvoir passer instructeur sur la machine indique. Mais disons que c'est aléatoire, enfin aléatoire, non, c'est au cas par cas. En fonction d'un conseil d'instructeur qui passe et dit celui-là peut passer instructeur, celui-là non, pour cause s'il n'a pas trop de façon de transmettre ou là de trucs et tout. Bon. Mais ça veut pas dire qu'il est pas bon, il est comme bon, normal, mais ça veut pas dire ça. C'est pas parce qu'il est instructeur qu'il est meilleur que les autres. C'est que ils ont vu en lui et l'ancienneté et les heures de vol requis et le pouvoir de transmettre. C'est surtout ça. Et parce que l'instructeur, il est soumis comme tout le monde. Hein. Quand il passe des tests et tout, il y a un barème. Ça va de 1, 2, 3, 4, 5. 1, c'est very poor. 2, poor. 3, c'est just required, c'est-à-dire standard. 4, good.
Et 5, very good. En général, les instructeurs ne sont jamais very good parce que very good, c'est que vraiment, le gars, il a non seulement tout compris au Schmilblick, et il reproduit exactement ce qu'il faut avec zéro faute, ce qui est impossible parce que l'être humain, il est ce qu'il est, et tant qu'il sort dans les mandatories, après c'est bon. C'est-à-dire qu'il est safe, et tant qu'il est safe. Je rajouterais qu'on est instructeur en vol et au sol. Et au sol aussi. Voilà, on fait les deux. Et pour répondre à IT tout à l'heure qui parlait de pédagogie, ben, nous faisons effectivement des formations en pédagogie, hein, bien évidemment. Quand on fait une formation d'instructeur, on fait une formation en pédagogie et on fait tout un travail justement pour apprendre à présenter des idées, etc., etc. Et ça se termine par une endoscopie, un cours à donner devant tout le monde et dont un gars mandaté par l'autorité pour superviser la façon de donner le cours, et ensuite il y a la note. Et ensuite il va dire oui, c'est bon, c'est pas bon, là où ça coince, là où maintenant il fallait faire ceci. Bon, c'est ce qu'on appelle l'IPL, instruction. Il fait d'instructeur pilote de ligne. Morgan qui demande qu'est-ce que c'est que l'instruction au sol. Et ben c'est tout ce que l'on fait, toute la théorie, par exemple. Quand on enseigne la théorie, quand on enseigne également les qualifications de type sur les machines, on fait du simulateur, on fait des choses comme ça. C'est l'instruction au sol. Un pilote ne peut pas consommer de l'alcool ni avant le vol, ni pendant le vol. Elle dit, JB, c'est ma soeur, celle-là qui pose la question. Elle le fait exprès en plus. C'est Beer, j'ai dit, tiens, il doit y avoir une relation. Ma soeur, c'est ma soeur. Elle fait exprès de poser une question comme ça. Mais bien sûr qu'il ne peut pas. Avant, oui. Avant, une certaine année, il y avait même le rouge qui était servi. Il y avait, le pilote pouvait prendre un verre de rouge. Il y avait même la bière à bord et tout. Mais ensuite, avec les réglementations et tout, non. J'ai fait un projet, prise de décision, formation, non, dit combien que fait de vol avant ta retraite. On a aujourd'hui, il y a 16 994 pour être puriste, ça vient 17 000 et 17 000 presque en heure de simulateur. Voilà. On va sortir à la retraite. JB, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, affirmatif, on va reprendre une vie normale. Voilà. Allez, à bientôt. Merci. Allez, à plus. Ciao, ciao. Au revoir à tout le monde. Au revoir.